Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde en direct avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale qui sont coproducteurs de cette émission, Ouest France, Nice Matin, France Antilles, le groupe La Montagne Centre France, 20 minutes également et puis le groupe Nice Matin bien sûr qui est représenté chaque fois par Denis Caro sur ce plateau. Il sera avec nous dans quelques instants. Mon invité, c'est Laurent Berger. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT. Les sujets ne manquent pas avec vous ce matin, bien sûr, l'hôpital, le pouvoir d'achat, les retraites, l'état politique du pays aussi. Et puis la représentation syndicale ici dans notre pays, en France. Laurent Berger, vous êtes, vous également, en campagne de réélection ? C'est beaucoup dire. En tout cas, il y a un congrès la semaine prochaine de la CFDT à Lyon qui arrive tous les 4 ans. Et c'est le moment où on fait le bilan de notre activité. On voit si on a bien travaillé, d'une certaine manière, devant nos mandants, c'est-à-dire les syndicats professionnels de partout en France. Vous représentez. Et puis, il y a une réélection de l'équipe dirigeante et je me représente comme secrétaire général. C'est un congrès à problème pour vous ou pas ? C'est le bilan des 4 ans, c'est 1600 délégués, 2700 participants. Oui, c'est un gros événement. C'est pas un problème. La CFDT est une organisation qui va bien, qui fait face à ses responsabilités. Vous avez des concurrents solides à l'intérieur de la Confédération ? Ça fonctionne pas vraiment comme ça chez nous. Il y a des débats sur un certain nombre de sujets qui peuvent être sur la table. Mais il n'y a pas... vous savez, la CFDT, elle a une culture du débat interne qui est une culture apaisée, qui est une culture exigeante. On se dit les choses, mais qui cherche l'efficacité. Notre efficacité, c'est quoi ? C'est d'être utile aux travailleurs. Donc non, ça se présente bien, mais j'avoue être un peu concentré et un peu plus en tension et en stress que les périodes habituelles. C'est normal, c'est un congrès, il faut le vivre pleinement et que ce soit de bonne qualité. Les syndicats sont invités à l'Élysée demain à déjeuner, je crois. Vous y allez ? Oui, bien sûr, c'est un déjeuner de travail proposé par le président de la République. Philippe Martinez n'y va pas, lui. Oui, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais moi, je suis un syndicaliste qui essaie de faire avancer la situation des travailleurs. Il y a le président de la République, c'est-à-dire celui qui, quand même, pour l'instant, dirige encore ce pays, si je puis dire. Et donc, on y va. Mais le reste, c'est considérations qui n'ont pas lieu d'être pour moi. Nous, on ira pour dire demain... Voilà comment on voit les choses sur le pouvoir d'achat, voilà comment on voit les choses sur le débat et la méthode, et puis et pousser nos propositions qu'on a déjà remises à la Première ministre. Vous avez constamment, ces derniers mois, fait part de votre inquiétude, Laurent Berger, sur l'état du pays. La France est inquiète, réellement. Est-ce que, vous y pouvez quelque chose ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, quand on sait que la représentation des syndicats dans ce pays est en berne, quand on sait que l'État reste très centralisé, très interventionniste, quand on sait qu'il y a une situation mondiale problématique, est-ce que les gens peuvent encore placer leur espoir dans un syndicaliste et dans un syndicat ? Vous savez, on verra au moment du congrès, mais toutes les enquêtes d'opinion, et on va en sortir une au moment du congrès, montrent que la confiance dans les organisations syndicales, et particulièrement dans la CFDT, est en progression constante. La dernière enquête du CEVIPOF dit que les organisations syndicales, il y a 38% de citoyens qui leur font confiance. Alors vous allez me dire, c'est que 38%. Mais c'est 10 points ou 20 points au-dessus des politiques et 10 points ou 20 points au-dessus des médias. Vous pensez que vous pouvez agir concrètement ? Mais on peut agir, mais on le fait. Quand on obtient des augmentations salariales, la dernière exemple en date, c'est dans la propreté, pour augmenter les minimums de branche, pour qu'ils soient au-dessus du SMIC. On améliore la situation concrète. Quand on se bat pour de meilleures conditions de travail ou des augmentations de salaire dans telle ou telle entreprise, on obtient des avancées concrètes. Le problème, si vous voulez, c'est ce que vous avez dit dans votre question, c'est l'hypercentralisation. On a l'impression que ce qui n'existe en France, c'est Macron, l'hypercentralisation. Non, c'est pas. Ça serait trop facile de le dire comme ça. Il y a une part de responsabilité. C'est cette idée que nous ne pourrions trouver les solutions aux préoccupations que rencontrent les travailleurs et les Français qu'au niveau national avec des grandes décisions. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les territoires, dans les entreprises, dans les administrations, là où les gens vivent. Présence ce matin sur ce plateau. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, notre invité politique ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France est sur ce plateau avec moi. Bonjour Stéphane Vernet, vous êtes rédacteur en chef délégué de Ouest France et directeur de la rédaction de Paris de Ouest France, premier quotidien francophone du monde. Dans un instant, nous allons co-interviewer Laurent Berger ensemble, mais François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, a une question à vous poser depuis Rennes. Les retraites, bien sûr, calendrier et méthode, on l'écoute.
Bonjour Laurent Berger. Emmanuel Macron a annoncé une entrée en vigueur de la réforme des retraites à l'été 2023. En ce qui vous concerne, vous avez fortement énoncé votre opposition à la retraite à 65 ans. C'est une mesure que vous n'acceptez pas. Et vous dites aussi qu'il n'y a pas urgence à réformer. Et pourtant, le système actuel, s'il a bien des qualités, il a aussi quelques défauts. Peut-être celui d'être inégalitaire. Alors que faut-il faire ? Faut-il réformer ? Si oui, dans quel calendrier et surtout, avec quelle méthode ? La CFDT, elle pense depuis longtemps qu'il faut réformer le système de retraite pour le rendre plus égal, avec davantage d'égalité. C'est ce que nous avait poussé à dire on veut une réforme systémique. On veut un système universel des retraites. Vous savez qu'il y a eu une tentative en 2019 qui a avorté pour deux raisons. Qui a avorté d'abord parce qu'on a mis des éléments paramétriques avec ce fameux H pivot dans la réforme. Et puis il a avorté parce qu'il y a eu le Covid et on a tout stoppé. Mais il y a donc deux questions. Moi, je veux savoir ce qui est dans la tête de ceux qui nous gouvernent sur cette réforme des retraites. Si c'est une logique purement paramétrique, de report de l'âge légal, pour nous, c'est fondamentalement injuste. C'est injuste pourquoi ? Ça va toucher ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des carrières pénibles, et ceux qui cotisent déjà le temps nécessaire, mais qui vont être obligés d'aller jusqu'à 64 ou 65 ans. Si la finalité, c'est juste ça, oui, la CFDT est opposée. S'il y a derrière une réforme des retraites qui se ferait, qui serait sur on améliore la situation des femmes, de ceux qui ont des carrières hachées, on met des vraies mesures de pénibilité, on accentue les mesures pour carrière longue, etc. On parle des fins de carrière, de l'emploi des seniors, etc. On sera autour de la table, mais pas pour une mesure purement paramétrique. Excusez-moi Laurent Berger, mais si vous posez la question, ça veut dire que vous n'avez pas de réponse. Vous ne savez toujours pas sur quelle base les pouvoirs publics, le gouvernement veut négocier. Écoutez, pour l'instant, on a le sujet des retraites dans notre pays, on a l'impression pour l'instant que c'est slogan contre slogan, avec des âges. Le sujet des retraites, c'est bien plus sérieux que ça. Quand on parle retraite, on parle travail, on parle fin de carrière, il faut qu'on s'interroge pourquoi les gens ont tant envie de partir aussi vite à la retraite. Tout simplement parce qu'on gère assez mal les fins de carrière. Dans la méthode, c'est sérieux de dire. Pour l'instant, on est dans une réforme. Mais du coup, c'est sérieux de dire je veux que cette réforme entre en vigueur à l'été 2023, de fixer une date butoir, alors que finalement, il n'y a aucune base de. La méthode qui me semblerait la plus efficace, c'est de se dire voilà, je pense qu'il y a besoin d'une réforme des retraites. Et voilà pourquoi je pense qu'il y a besoin d'une réforme des retraites. Nous, à CFDT, si je dis qu'il y a réforme des retraites, c'est sur améliorer la justice sociale au sein du système des retraites. Ce qu'on sent, ça a été dit pendant la campagne, c'est que l'approche par le président de la République aujourd'hui, elle est purement paramétrique, avec le report de l'âge. Là, je le dis, c'est no way pour la CFDT. No way, pas de possibilité. Ça, c'est une mesure injuste pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, je le redis, et ceux qui ont des carrières pénibles. Et dire la date d'application, avant même de dire c'est quoi la finalité, est-ce que c'est pour équilibrer les comptes des régimes de retraite ? Il n'y a pas un gros problème d'équilibre des comptes des régimes de retraite. Là, le corps le montrera sans doute dans son prochain rapport encore. Ce n'est pas fondamental comme ça l'était en 2003, en 2013. Est-ce que c'est pour financer d'autres politiques publiques ? L'éducation, la santé qu'on a bien besoin. Et là, on dit non. Pour financer des politiques publiques de ce style, et il y a besoin de financer, d'investir massivement dans l'éducation, massivement dans la santé, on le sait, il y a un autre mécanisme qui existe, qui s'appelle la fiscalité. Et ce n'est pas en reportant l'âge légal de départ en retraite qu'on finance la perte d'autonomie, qu'on finance l'éducation et la santé. Et ça, on sera en désaccord sur la philosophie même. Donc, on va attendre de voir. Il n'y a pas urgence pour discuter de ça. Je crois qu'il y a des sujets pouvoir d'achat, il y a des sujets services publics. Mais les retraites, on verra. Mais il faudra que les gouvernements éclaircissent ces objectifs, disons. Sur les mesures prises pour soutenir le pouvoir d'achat, quel est votre regard ? Il y a le chèque alimentaire qui va venir, les aides à la pompe, le bouclier tarifaire. Il y a des propositions sur des blocages des loyers ou des prix de produits de première nécessité. Est-ce que tout ça n'est pas de nature à occulter un autre problème de fond qui est celui de l'augmentation des salaires et du niveau général des salaires ? Quelle est votre position ? La position, c'est que, vous le dites très bien, le pouvoir d'achat, et nous on préfère parler de pouvoir de vivre, parce que c'est aussi de vivre décemment, mais il implique des questions de dépenses, et notamment de dépenses contraintes. Et on le sait, l'inflation, ça pèse davantage sur les ménages les plus modestes. Donc il va falloir des mesures davantage ciblées. On ne va pas arroser le sable. C'est pas pareil de prendre sa voiture pour partir en week-end à l'ouest, dans l'ouest par exemple, le week-end, que d'aller tous les jours pour travailler dans son usine agroalimentaire ou dans sa collectivité, de faire 30 ou 35 km. Donc il faut des mesures ciblées. C'est ce qu'on dit sur l'alimentation et notamment à destination des ménages les plus modestes. Mais le pouvoir d'achat, c'est ce qu'on reçoit de son travail, et les négociations sur les salaires. Eh bien,
il y en a eu, ça a été assez... on a poussé, ça fait maintenant 6 ou 8 mois qu'on pousse, notamment pour ce qu'on a qualifié les travailleurs essentiels. Il y a eu des avancées, mais c'est vite grignoté par l'inflation. Et le patronat, là, il y a des besoins d'augmentation de salaire. Il y a un besoin à la fois conjoncturel, les entreprises pour peuvent aider, augmenter les pour salaires lutter contre l'inflation. Dans certaines entreprises, oui, clairement. Lesquelles, par Dans exemple d'autres, les grandes entreprises, toutes celles dont les marges ont été restaurées et se portent bien. Dans celles-ci, il y a une question structurelle de partage de la valeur. Et elles jouent le jeu ou pas? Pas toutes. Pas toutes. Et elles ne jouent pas le jeu, notamment à l'égard de leurs sous-traitants. Elles ne jouent pas toujours le jeu à l'égard de leurs salariés, mais le problème qui est posé, c'est le partage de la valeur sur l'ensemble de la chaîne. Par exemple, dans une entreprise industrielle, un site industriel, quand vous faites une augmentation salariale, le monsieur ou la dame qui est dans la guérite de la sécurité pour faire passer, elle n'a pas d'augmentation de salaire. Alors, donc, il faut des augmentations de salaire. C'est clair, il y a des logiques de partage de la valeur qu'il faut restaurer. Et puis, je pense qu'il faut qu'on arrête avec les minimums de branches qui sont en dessous du SMIC. Alors, entre ceux qui jouent le jeu et qui ne jouent pas le jeu, il y a un bon exemple, c'est la fameuse prime Macron. Le président de la République a annoncé qu'elle serait triplée s'il était réélu. Il est réélu. Est-ce qu'elle marche, cette prime? Est-ce que tout le monde en bénéficie? Ou est-ce qu'il n'y a pas des inégalités ou des injustices en la matière? Tout le monde n'en bénéficie pas, on le sait. Et vous avez un rôle par rapport à ça? Vous pouvez faire pression sur les entreprises? Nos équipes font pression dans les entreprises. Pour des augmentations de salaire, pour la prime à certains moments. Ce qu'il faut dire sur cette prime, c'est que le gouvernement ou le président de la République peut dire le montant qu'il veut. C'est à libre choix de l'employeur. Ouais. Et donc, clairement, il faut que les entreprises jouent le jeu. Les entreprises, il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui ont des marges et qui doivent répartir la richesse par les augmentations de salaire, et celles qui ont plus de difficultés, celles-ci, elles doivent trouver les mécanismes d'augmentation de salaire et coupler avec le mécanisme de prime et des clauses de revoyure pour que on voit à la fin de l'année si l'inflation est toujours durable. Mais on a un vrai problème aujourd'hui de gagner sa vie décemment pour nombre de travailleurs, pas tous, il faut le dire aussi, à partir de son travail. Très vite. J'avais une question plus générale. Le président de la République a dit que ce serait un nouveau quinquennat, qu'il serait un nouveau président, qu'il allait changer de méthode. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il peut changer pour de vrai? Un nouveau Macron. On verra aux actes. On jugera aux actes. Vous connaissez bien depuis longtemps? Oui, je le connais évidemment depuis longtemps. On est arrivé aux affaires respectivement à peu près au même moment. Je pense qu'on jugera aux actes. La méthode, c'est pas que de l'écoute, c'est aussi de la co-construction et c'est prendre la température du pays. Qui mieux que les organisations syndicales, les élus locaux, les associations sont en capacité de lui dire un peu la température du pays? Personne. Donc il va falloir qu'ils nous écoutent davantage et qu'ils nous écoutent aussi nos revendications. Voilà, Chonu, qui est dessinateur et collaborateur de Ouest France, a une question à vous poser. C'est un peu la tradition dans cette émission. Laurent Berger, sous forme de dessin. On l'écoute, il s'agit d'un pot de départ bientôt, pas pour vous. Bonjour. Qu'est-ce que j'apprends? Tous les syndicats sont invités vendredi à déjeuner à l'Élysée à la veille du premier tour des législatives. Le président n'essaierait-il pas de vous faire avaler un plat un peu trop salé, vous qui êtes pourtant l'enfant de Guérande? Alors, le week-end dernier, nous avons tous été émus et un brin jaloux en voyant tout un peuple célébrer le jubilé de sa reine avec une petite pensée pour le prince Charles qui n'en finit plus d'attendre que sa mère parte en retraite. La Normandie, elle, a fêté le 78e anniversaire du D-Day et Jean-Luc Mélenchon rêve de débarquer Elisabeth Borne pour décrocher un job à Matignon à 70 ans. Alors la question que je pose, qu'allez-vous offrir au pot de départ en retraite de votre pote de la CGT, Philippe Martinez? Il n'est pas parti en retraite. Il ne part pas en retraite, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, lorsqu'il quittera sa responsabilité, parce qu'il aura encore à travailler. Je ne sais pas, je lui offrirai un verre déjà, parce qu'on a de bonnes relations. Les relations intersyndicales, c'est pas la guerre. Oui, c'est pas la guerre. Ça se passe normalement dans le respect mutuel. Je ne sais pas, j'y ai pas réfléchi encore, parce que c'est un peu lointain, mais sans doute peut-être un livre qui parle de l'évolution syndicale. Moi, je suis très fier que mon organisation syndicale, pendant que j'étais responsable, soit devenue la première organisation syndicale française. Donc, je lui ferai un clin d'œil. Vous le regretterez? À titre personnel, je vais vous dire, Yves Verrier vient de quitter la responsabilité de Force ouvrière. Philippe Martinez va le faire. Je le ferai aussi. Je ne ferai pas tout le mandat, je l'ai dit, même si je me représente.
Oui, on a de bonnes relations, j'ai du respect. Et moi, je n'aime pas attaquer les gens. Et franchement, on a de bonnes relations et j'ai du respect pour mes collègues. La une de Ouest France, très vite. L'interdiction des ventes de voitures neuves, essence et diesel d'ici 2035. Merci Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué de Ouest France, directeur de la rédaction du bureau de Paris. Merci. À vous, on continue dans un instant. Denis Caro, Denis ce matin sur ce plateau. Bonjour Denis Caro. Bonjour. Dans un instant, vous co-interviewerez avec moi Laurent Berger, notre invité ce matin dans Face au territoire, le secrétaire général de la CFDT. Mais tout de suite, notre partenaire Cyril Boutier, directeur éditorial de France Antilles, a une question à vous poser, Laurent Berger, depuis Fort-de-France. On l'écoute. Bonjour Laurent Berger. Aux Antilles et en Guyane, les intersyndicales de la santé réclament la réintégration des soignants non vaccinés qui ont été suspendus. Dans une interview à la presse quotidienne régionale et singulièrement dans nos colonnes ce week-end, le président de la République a dit attendre le feu vert des autorités scientifiques. Selon vous, que faut-il faire? Les réintégrer? Peut-être ainsi soulager le manque de personnel à l'hôpital? Ou attendre, dans le doute, de savoir si cette réintégration pourrait ou non influer sur l'épidémie? Voilà, réponse très courte. Très clair. D'abord, il y a un sujet très spécifique aux Antilles et en Guyane, qui est un sujet qui se pose très différemment dans l'Hexagone. Et très clairement, je crois que c'est les autorités scientifiques qui doivent répondre à ce problème-là. Le Covid, il n'est pas derrière nous, je tiens à le dire. Il y a de nouveau un petit rebond. Et donc, il y a ce sujet-là qui est posé. Je ne crois pas qu'il faille le traiter précipitamment. Il faut attendre que les autorités sanitaires pour que l'épidémie ne se répande pas davantage encore. Sujet de l'hôpital, Denis Caro. Toujours sur la santé, les services d'urgence, on le voit tous les jours, sont au bord de l'explosion. 120 sont en grande difficulté en France. Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait lancer une mission flash avec des décisions dès juillet. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a annoncé hier une première série de mesures, avec notamment les heures supplémentaires payées double et le recours aux soignants retraités. Est-ce que ces réponses sont à la hauteur de l'enjeu ? D'abord, moi, je suis très en colère sur la question de l'hôpital, parce que ça fait des années et des années qu'on dit que, moi j'avais même écrit en 2015 que l'hôpital était au bord du burn-out. En fait, on y est. Donc on n'a pas suffisamment anticipé. Maintenant, on est dans l'urgence. Je ne crois pas que l'heure, il est tellement à l'étude de ce qui se passe. On le sait très bien. Il y a un manque de professionnels, des gens qui partent parce qu'ils n'en peuvent plus de leurs conditions de travail. Emmanuel Macron explique que les situations sont différentes selon les situations sont très différentes, mais on a toujours les logiques de circularisation et tout le monde doit fonctionner pareil. Donc les solutions pour la CVT, c'est en partie traiter hôpital, par le dialogue professionnel avec les soignants qui savent très bien comment ils pourraient faire parce qu'ils l'ont fait pendant le Covid. Comment on pourrait organiser les choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a besoin d'investissements massifs. Il y a besoin d'organiser le système de soins autrement. Il y a trop peu de médecins généralistes qui font des gardes. Recrutement massif ? Il faudra des recrutements massifs. Moi, je ne me déplace dans aucun hôpital où on ne me dit pas qu'il manque 30, 50, 60, 80 soignants. Donc, il faut des recrutements massifs. Mais là, on a l'urgence de cet été. L'urgence de cet été, c'est travailler avec les soignants. Il y a des soignants qui apprennent par circulaire qu'ils vont avoir que 15 jours de congé. C'est pas pareil si on discute de comment on va pouvoir organiser l'été et on les considère un peu plus. Il va falloir clairement que la médecine de ville s'y mette. Pendant l'été, il va falloir organiser le système de soins. C'est pas normal que tous ceux qui viennent aux urgences soient obligés d'aller aux urgences parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Vous expliquez ça à vos adhérents, ils le comprennent? Ils le comprennent. En tout cas, ils sont tout à fait conscients. Vous savez, la question des déserts médicaux est un vrai sujet. Et le fait que lorsqu'on a un petit problème, mais qu'on pourrait se passer des urgences, on n'a pas d'autres alternatives que d'aller aux urgences parce qu'il n'y a pas de permanence de soins, ça pose un vrai problème. Et c'est ça qui englue en partie les urgences. Il y a deux angles d'attaque. Il va falloir faire face à l'été. Pour faire face à l'été, moi je comprends qu'il y a un certain nombre de mesures qui soient prises. Et puis structurellement, l'hôpital, il va falloir investir. Se dire que ce n'est pas un coût, c'est d'abord une richesse. Pourtant, il va falloir recruter. Il y a eu le Ségur de la santé, on ne peut pas dire qu'on... Mais on s'en félicite et on y a participé. Le Ségur de la santé, c'est une revalorisation, une reconnaissance des professionnels à travers une revalorisation salariale très importante et c'est très bien. Ça ne veut pas dire qu'on est au bout de cette revalorisation salariale, mais c'est très bien. Mais dans le Ségur de la santé, il y a aussi un volet qualitatif qui était, on fait davantage, on travaille sur l'organisation des soins, on travaille sur l'écoute des salariés, des agents de la fonction publique hospitalière, ce qui n'est pas suffisamment fait aujourd'hui, et on a des plans de recrutement massifs. On a un problème aujourd'hui de formation.
on a un problème de recrutement. Donc il faut des mesures d'urgence et il faut durablement, pendant tout le quinquennat, investir massivement dans la santé. Alors je voudrais qu'on revienne sur la méthode d'Emmanuel Macron. Vous l'appeliez au lendemain de sa réélection à associer le plus grand nombre à la co-construction des décisions. Est-ce que sa décision de créer un Conseil national de la refondation qui va associer des associations, des élus locaux, les syndicats, des citoyens, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est une réponse? On ne peut pas rejeter d'un revers de main ce qui a été annoncé ce week-end. Avec ce Conseil national de la refondation, on peut discuter sur le nom, sur l'acronyme, etc. Mais on ne peut pas rejeter d'un revers de main l'intention. Mais l'intention ne fait pas l'acte. Et l'intention ne dit pas la façon dont ça fonctionne. Moi, je ne crois pas, personnellement, qu'il faut recréer une structure supplémentaire. Je crois qu'il faut intégrer la logique de la co-construction et du dialogue permanent à travers toutes les instances qui existent déjà. Est-ce que vous craignez que les syndicats soient noyés dans la masse? Mais ça sera sujet par sujet. Si vous parlez de l'organisation du système de soins et de la santé, eh bien, c'est normal qu'il y ait les collectivités territoriales, qu'il y ait des associations d'usagers, qu'il y ait des syndicats, etc. Si vous parlez des retraites, c'est clairement le monde économique et social qui doit traiter cette question-là. C'est pas dans ce CNR, si c'est une nouvelle structure un peu lourde où tout le monde y est et tous les sujets y arrivent, ça marchera pas. Si c'est une forme de label pour dire, voilà, à chaque décision publique, on aura pris le temps de la concertation, de l'écoute des uns et des autres et de répondre aux propositions et revendications, ce sera autre chose. Donc c'est ça que je veux éclaircir demain avec le président de la République pour savoir ce qu'il y a derrière. Parce que pour l'instant, ça reste juste une façade. Lors de ce fameux déjeuner de travail demain à l'Élysée. Il y a une instance qui existe et qui est censée mettre du lien entre les syndicats et les citoyens. C'est le Conseil économique et social environnemental. Ça veut dire qu'il faut le fermer? Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous dis que la vision, mais encore une fois, moi j'ai lu comme vous l'interview dans la PQR et j'en sais pas plus. La vision que je porte, que la CVT porte, c'est plutôt d'avoir une logique de OK, dialogue à tous les étages, concertation et co-construction à tous les étages, mais on laisse les structures en place pour imposer l'idée qu'elles tiennent leur rôle pleinement et on les écoute. Donc l'idée, c'est pas un super machin qu'on va recréer par-dessus. C'est l'impression que ça vous donne ? Le super machin. Écoutez, pour l'instant, quand j'ai lu et relu l'interview, je n'en sais pas plus. Ouais. Mais si c'est pour faire... vous avez oublié de citer aussi, il y a le commissariat général au plan. Donc, en fait... Une autre structure encore. Moi, je crois que c'est plutôt une philosophie et une façon de faire qu'il faut bouger que de créer une structure. Dernière question, Denis Caro. Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail, ça sera de bons interlocuteurs pour vous? D'abord, on ne les choisit pas, nos interlocuteurs. C'est comme quand on est... Oui, je les vous connais. Les avez pratiqués, quand on est représentant dans une entreprise, représentant syndical, on ne choisit pas son patron. Quand on est responsable national de la CFDT, on ne choisit pas ses interlocuteurs gouvernementaux. Elisabeth Borne, l'avantage, c'est qu'on peut avoir une discussion cash, y compris en termes de désaccord, et on sait... Faut qu'elle écoute davantage. Écoutez, quand je l'ai rencontrée comme Première ministre, je dois vous dire que je l'ai trouvée très à l'écoute. On lui a remis plus que lorsqu'elle était ministre du Travail quelques semaines avant. Non, mais c'est pas. Moi, je suis très sensible au changement de posture. Et c'est le cas. Elle a changé par rapport. Non, mais elle était. On a discuté quand elle était. Vous savez, pendant la période Covid, il faut le dire, on a beaucoup discuté, beaucoup apporté et beaucoup trouvé de solutions parce que les organisations syndicales en apportaient. Comme Première ministre, j'ai trouvé à l'écoute, mais c'était une première rencontre. On lui a remis toutes nos propositions. Et maintenant, encore une fois, moi, je n'aime pas juger les gens à l'instant T. Il va falloir juger sur pièce. Et on est dans l'espèce d'entre-deux en ce moment avant les législatives. Oui. On verra après. La une de Nice Matin, Denis Caro. Un nouveau record du prix des carburants qui atteint un niveau inédit. On met en perspective avec la décision du Parlement européen d'interdire les véhicules thermiques dès 2035. Voilà, Denis Caro, directeur de la rédaction du groupe Nice Matin, coproducteur de cette émission. Merci. Dans un instant, Armelle Le Goff de 20 minutes sur ce plateau avec moi. Et avec moi pour co-interviewer Laurent Berger. Armelle Le Goff, vous êtes la directrice de la rédaction de 20 minutes. Alors, notre partenaire du groupe Centre-France La Montagne, cette semaine, c'est Lyon Républicaine. C'est un des quotidiens de ce groupe La Montagne Centre-France. Myriam Lebret, qui est journaliste, depuis Auxerre, a une question à vous poser. Laurent Berger, on l'écoute. Pouvoir d'achat, ses modalités. Bonjour Laurent Berger. L'inflation s'établit à 5,2% en mai sur un an, selon l'estimation provisoire récemment publiée par l'INSEE, et ce, après des hausses déjà conséquentes sur les mois précédents. La hausse des prix s'installe dans la durée. Quelles sont selon vous les solutions qui pourraient être envisagées pour préserver le pouvoir d'achat des Français? Et le chèque alimentaire est-il une bonne idée tel qu'il est présenté par le gouvernement?
Les mesures, c'est, je l'ai déjà dit, des mesures très ciblées pour les ménages les plus modestes. Je pense que il faut l'inflation, vous savez, c'est pas qu'une mesure économique. C'est des conséquences sociales très très lourdes sur les ménages les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui sont contraints, qui ont un poids des dépenses contraintes très important dans leurs dépenses. Et c'est donc des mesures ciblées en termes chèque alimentaire, chèque énergie, d'aide à la mobilité, au déplacement. Mais je crois qu'à un moment donné, on va avoir besoin de ressources supplémentaires pour dire les choses, pour financer ces politiques-là. Et l'inflation, ça ne touche pas tout le monde de la même manière, notamment ça ne touche pas les ménages les plus aisés et ça ne touche pas les très riches. Et il y en a... Ça veut dire qu'il faut transformer l'imposition ? Je pense qu'on ne passera pas à côté d'un débat sur la fiscalité dans notre pays. La fiscalité des entreprises ou la fiscalité des ménages ? La fiscalité des ménages, la fiscalité du capital, pour le mettre au même niveau que la fiscalité des revenus du travail. La question des transmissions, il y a 50% du patrimoine qui est détenu par 10%. Alors ça, vous savez que c'est une mesure qui est extrêmement mal vue par les Français et même par les ménages, finalement, assez modestes. Pour qu'il y ait la transmission... Oui, mais c'est parce qu'on ne dit pas les choses comme il faut. C'est-à-dire que la transmission moyenne, de mémoire, je crois, c'est 20 000 euros. Ouais. Et donc, 20 000 euros, il n'y a pas de taxation. Mais 50% du patrimoine, je le répète, est détenu par 10% des Français, avec de la transmission qui se fait à coût très, très, très limité. Eh bien, c'est ça qu'il faut peut-être financer, qui peut peut-être, par exemple, servir à financer la perte d'autonomie. On ne fera pas l'économie. Enfin, l'inflation, il faut le dire, on a le sentiment que ça touche tout le monde de la même manière. C'est pas vrai. Ça touche d'abord les ménages les plus modestes, des mesures ciblées et une contribution plus importante des très, très riches, et il y en a quand même. Vous dites souvent que le climat ambiant aujourd'hui vous inquiète. Pourquoi ? Justement à cause de ça, de ces questions-là ? Parce que, pas simplement. D'abord, là, on a l'inflation, on fait face à des problèmes concrets, très concrets pour nombre de citoyens et de travailleurs, et en même temps, on a des défis de moyen et long terme qui sont monumentaux, et je pense notamment à la transition écologique. Et il y a une sorte d'angoisse qui saisit le pays. Les inégalités, la difficulté à pouvoir vivre correctement, et en même temps, une perspective qui est inquiétante et on ne voit pas trop comment on n'a pas assez d'investissement dans la transition écologique. Il y a de bonnes décisions qui ont été prises hier en Europe, mais ça ne va pas assez vite. Ça, c'est une forme d'angoisse. Et de l'autre côté, un débat public qui est, excusez-moi de le dire un peu vertement, qui est dégueulasse. Oui, vous parlez d'affaiblissement du débat public. Mais oui, une espèce de disqualification systématique de son interlocuteur. Enfin, excusez-moi de vous le dire. Regardez ce qui se passe sur le débat sur les législatives. En fait, ce qui est plus important, c'est dégommer celui ou celle qui est en face qui ne pense pas comme vous, que de faire vos propositions. Et donc, il faut revenir à un peu d'apaisement dans le débat public. Qui est responsable ? Les politiques dans cette affaire ou... Moi, je pense que tous ceux qui pensent que émettre un avis, c'est d'abord taper sur celui qui n'est pas d'accord avec lui, fait du mal à la démocratie. Je pense que la démocratie, c'est la capacité à faire se confronter pacifiquement des visions contradictoires et des intérêts divergents. Vous êtes un adepte des réseaux sociaux, de ce point de vue-là ? Non, je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux font du mal. Ça pourrait être quelque chose de formidable. Ça l'est parfois, en termes d'entraide, en termes de connaissances, etc. Mais moi, je vais vous le dire, puisque je suis face à des journalistes, on ne met pas assez en avant ce qui se passe de beau, de bien, par les acteurs associatifs, syndicaux, et élus locaux, etc., dans les territoires. On ne le fait pas assez. Moi, je suis un adepte de la PQR, je le dis franchement. Je suis un enfant de l'Ouest avec... Vous êtes bienvenu sur Et de la presse gratuite. Et de la presse gratuite. Et de la presse en général, de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut qu'on remette de l'apaisement dans le débat public. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de l'exigence. Emmanuel Macron le fait. Quand on met en place des conventions citoyennes, après un mouvement comme les Gilets jaunes, par exemple, est-ce que vous pourriez y revenir ? Comment vous avez vécu ce mouvement, qui est une explosion de colère, justement aussi Ce mouvement, il avait des fondements réels qu'on avait soulevés depuis longtemps. Et on avait dit au président de la République et à d'autres, il y a un problème. Il y a un problème de ces personnes qui n'ont plus le pouvoir de vivre décemment, que leur apporte leur revenu du travail, qui ont le sentiment d'être délaissés, avec des services publics qui les délaissent, qui ont disparu, etc. Les soubassements du mouvement des Gilets jaunes ont été quand même pour nous, ont été très questionnants et nous ont un peu rebutés. Ils sont encore là, ces soubassements, aujourd'hui ? Oui, écoutez, vous pensez que ça peut revenir ? Pas pour tout le monde, mais clairement, le soubassement sur social, les raisons sociales, c'est-à-dire ce sentiment de ne pas avoir d'être dans un désert médical, de ne pas avoir de quoi vivre correctement, etc., ils sont toujours là. Ce qu'il faut, c'est transformer ces réalités-là en solutions et pas en éruption.
C'est ça l'enjeu du politique aujourd'hui et l'enjeu des acteurs. Et nous, on veut y participer à une seule condition, c'est qu'on nous écoute. Alors souvent, on vous interpelle sur le fait de rentrer en politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes à la bonne place pour changer les choses ? Oui, je crois que je suis à la bonne place et je crois que les organisations syndicales, les élus locaux, les associations ne sont pas, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, ne sont pas assez écoutés dans notre pays et que c'est aussi par là qu'on change les choses. On ne changera pas les choses que par des grandes lois et des grandes mesures nationales. On le fait aussi par Emmanuel Macron, l'action concrète. Les derniers déplacements du président de la République sur des thématiques. 1, la santé à Cherbourg. 2, l'éducation à Marseille. 3, la jeunesse à Clichy-sous-Bois. 4, la sécurité à Gaillac. Seul, il est seul. Chaque fois, il est seul sur ces déplacements thématiques. Est-ce que c'est la solution aux questions que vous posez ? Non, mais je crois pas. Là, c'est une campagne. Chacun fait sa campagne comme il veut. Je crois. Est-ce qu'on peut résoudre ça ? Non, on ne résoudra pas seul. Mais moi, je crois qu'il faut davantage faire confiance aux acteurs. Et c'est dans les territoires qu'on trouvera les solutions, y compris sur la transition écologique, mais sur la lutte contre les inégalités. Mais c'est la méthode Macron que vous contestez ? Mais ce serait trop facile, parce que ça a souvent été comme ça. Je crois qu'il a accentué par sa personnalité ce phénomène-là. Mais je crois que ce serait trop facile de polariser. Moi, vous savez, mon combat, il n'est pas contre quelqu'un. Il est pour. Il est pour la démocratie, il est pour la situation des travailleurs, il est pour davantage de justice sociale, pour une vraie transition écologique. Et c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut taper sur quelqu'un pour faire croire qu'on existe. Est-ce qu'il faut souhaiter une cohabitation, par exemple ? Là, on est à la veille des élections législatives. C'est les citoyens qui choisiront. C'est les citoyens qui choisiront. Mais est-ce que ça ne permettrait pas justement de résoudre ce... Cohabitation, on en a eu plusieurs expériences dans la Ve République. Ça n'a pas été que des périodes ni négatives ni positives, ça a été des périodes qui ont existé. Il y a eu des très belles choses qui ont été faites pendant les périodes de cohabitation. Ça peut redynamiser le débat. C'est les citoyens qui choisissent. Vous vous entendez bien avec Geoffroy Roux de Bézieux ? Pareil, on est dans le respect, on n'est pas dans l'accord évidemment entre nous. Il dit de vous dans un portrait, une part de lui est engagée dans son organisation et une part de son cerveau est mise à la disposition du pays. Vous trouvez que ça vous définit bien ? Ouais, je crois. Moi je suis pas, je n'aime pas être seulement sous une bannière. J'espère être utile à tous. La une de 20 minutes, Armelle Le Goff. Sur l'angoisse justement de la majorité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne sur les résultats des élections législatives. L'ombre d'un doute, joli titre. Merci Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes. Je rappelle que c'est un partenariat entre La Voix du Nord et Ouest France que vous dirigez. Merci. Dans un instant, Demet Korkmaz de TV5 Monde sur ce plateau. Bonjour Demet Korkmaz. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc on démarre cette Europe sociale. Absolument. Et sur le salaire minimum, l'Europe a adopté un cadre commun, mais ça n'est qu'un cadre commun, c'est presque un esprit, on dira. Pas de cadre contraignant, donc parfois on se demande si vraiment cette Europe sociale a une utilité. Vous savez que vous parlez au président de la Confédération européenne des syndicats. On ne le dit pas assez. En France, d'ailleurs, on ne met pas assez l'Europe en avant, très clairement, si ce n'est pour exposer les difficultés. Moi, je peux vous dire que j'ai mené un combat acharné avec la CES pour avoir ce salaire minimum, une directive sur les salaires minimums. Mais est-ce que vous êtes satisfait du texte Dans cette directive, c'est un compromis, comme toujours en Europe, comme toujours d'ailleurs en général. Mais dans ce texte, il y a des éléments chiffrés qu'on a eu beaucoup de mal à obtenir. 60% du salaire médian, 50% du salaire moyen. Il y a l'obligation d'obtenir un taux de couverture des salariés, de couverture collective pour les salariés dans les pays de 80%. Il y a une forme d'incitation. Ça va permettre quoi, cette directive ? Ça va permettre que mes camarades tchèques, bulgares, roumains, etc. aient aucune obligation à l'appliquer. Un levier pour agir auprès de leur gouvernement. Et donc, c'est une avancée. Est-ce qu'elle est merveilleuse, parfaite ? Non, elle n'est pas merveilleuse, mais il y a quand même 72 millions d'Européens qui vivent encore sous le seuil de pauvreté. Eh bien, c'est une avancée. C'est une avancée obtenue par l'abnégation des organisations syndicales et de la Confédération européenne des syndicats. Maintenant, est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Il n'y a pas de fin de l'histoire. Il n'y a pas de fin de l'histoire. C'est-à-dire que c'est les organisations syndicales dans ces pays qui vont devoir se battre avec nous en soutien pour obtenir des salaires minimums à la hauteur. Justement, et donc c'est une avancée, je le dis, c'est une avancée. Moi j'en ai assez qu'on crache sur l'Europe en permanence. J'en ai assez. C'est notre horizon et nos solutions. Et donc là, sur le salaire minimum, on aurait souhaité plus. Moi, je suis un syndicaliste. On aurait souhaité plus, mais on s'est battu et je suis content de ce combat. Justement, comment est-ce que la Confédération européenne des syndicats peut peser ou arrive à peser au niveau européen ? Vous n'avez pas de siège, par exemple ?
consultatif? Non, mais on fait une action par un mot qu'on connaît beaucoup au niveau européen, qui est la question de lobbying. On est beaucoup auprès des commissaires, des gouvernements. Pendant la présidence française de l'Union européenne, qui est encore en cours, je le rappelle, même si ça s'est quand même beaucoup percuté avec les échéances électorales, c'est dommage. Mais on se bat, on s'est battu sur cette directive salaire minimum, sur la transparence salariale. On a des leviers d'action, on a des sommets, Vous seriez favorable, par exemple, à avoir européenne. un statut plus formalisé? Moi, je serais pour qu'on formalise davantage le dialogue social au niveau européen. Qu'il y ait, du temps de Jacques Delors, il y avait les entretiens de Val-Duchesse. Les partenaires sociaux se confrontaient et faisaient sortir des propositions. Aujourd'hui, on a un patronat qui est trop rétif au niveau européen pour rentrer dans cette logique-là. Un peu partout, d'ailleurs. Les solutions, elles ne s'imposent pas, mais les défis qui sont devant l'Europe, ils sont immenses. Ils sont écologiques, ils sont sociaux, ils sont en termes de défense. Énergétiques également. Avec la taxe carbone, bien entendu. On a vu avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, combien ce marché de l'énergie européen fonctionnait pas très bien. Est-ce que vous seriez favorable? Est-ce que vous pensez que ce marché européen, l'ouverture à la concurrence, n'a pas été une bonne chose finalement? Ça a fait plus de mal que de bien. Oui, en tout cas, il faut de la régulation. On voit bien qu'en ce moment, ça ne peut pas être le marché qui règle tous les problèmes. Donc, il y a un problème autour de cette ouverture à la concurrence. Il n'a pas fait que du bien. Moi, je crois que l'Europe, elle doit avoir des politiques communes au niveau énergétique, au niveau de la défense, même aujourd'hui. On aura un amendement au Congrès sur le sujet. Et elle doit aussi être moins naïve et se protéger. Et se protéger, y compris économiquement. Moi, je pense que quand vous voyagez partout dans le monde, on vous dit que l'Europe est quand même une espèce de modèle sur la question sociale, quand vous parlez aux autres organisations syndicales, et puis aussi sur la question démocratique. Alors, il y a bien des défauts, on les connaît, nos défauts. Mais je pense que ce qu'on doit s'imposer comme règles sociales et écologiques, il faut qu'on l'impose dans nos échanges commerciaux. Les clauses miroirs, c'est fondamental. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut y aller. Sur la taxe carbone, le projet a été rejeté par les eurodéputés. Il est aussi bien critiqué par les Verts, les sociodémocrates et par les industriels qui pensent que ça va faire perdre des millions d'emplois. Est-ce que c'est aussi... quelle est votre analyse sur cette taxe carbone aux frontières? Je pense qu'à un moment donné, si on le fait aux frontières de l'Europe, à terme, il faudra voir sa montée en puissance. Cette taxe carbone, à terme, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on impose. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas de l'Europe que dépend seulement la question climatique. Et donc, il faudra qu'on impose notre vision de la transition juste à l'ensemble. Mais vous comprenez, vous, les industriels qui disent que ce n'est pas la bonne solution parce que nous, ça va favoriser la délocalisation. Je comprends les inquiétudes, y compris des travailleurs. Nous, on a travaillé sur la filière automobile, par exemple, avec une ONG FNH. Et on a montré qu'il fallait aller vers les véhicules, mettre fin aux véhicules thermiques. Mais il faut accompagner les travailleurs, il faut accompagner les industries. Et si on ne le fait pas, ce qui pose devant nous, c'est la survie de l'humanité. Est-ce que l'écologie, ça fait peur, justement, aux travailleurs ? Pas forcément. Je crois qu'il faut arrêter d'opposer. C'est ce qu'on a fait avec notre association, notre alliance, le Pacte du pouvoir de vivre, avec des ONG environnementales, des associations de lutte contre la pauvreté. Je pense qu'il faut qu'on marie les enjeux sociaux et les enjeux écologiques. Ça va de pair. Il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte. Il n'y aura pas de protection sociale. Il n'y aura pas de retraite sur une planète morte. Donc ça concerne aussi les travailleurs. Ils en sont pleinement conscients. Laurent Berger, comment vous faites, vous, donc leader de la CFDT, quand vous voyez deux déclarations qui ne sont pas tout à fait les mêmes entre, par exemple, Bruno Le Maire sur le chèque alimentaire qui dit « aucune proposition de ce chèque alimentaire ne tient la route pour l'instant », Elisabeth Borne qui dit qu'elle veut virer, elle, ces montants-là directement sur les comptes en banque. Vous pensez qu'il va y avoir, entre un Premier ministre issu de la gauche, une Première ministre issue de la gauche et un ministre de l'économie issu de la droite, déjà des petits tiraillements? Est-ce que vous les notez déjà? On les lit comme tout le monde. Ça vous inquiète? On en fait peu de cas. Moi, vous savez, aux deux, je leur ai remis les propositions de la CFDT sur tous les sujets. Maintenant, ce qui m'importe, c'est à chaque fois, je vais y revenir. Ils connaissent ma constance, je crois. Ils connaissent ma détermination et ma combativité. Mais vous percevez ça quand même, cette différence? Mais on les perçoit en permanence. Je vais vous dire, c'est pas nouveau. Pour le coup, c'est pas nouveau. On a toujours perçu ça dans un gouvernement. L'image de la France, vous en parliez il y a un instant à propos du syndicat européen. 20% des personnels de Charles de Gaulle, Paris-Charles de Gaulle, l'aéroport, sont en grève au moment où, au fond, la crise du Covid prend fin, où les compagnies aériennes vont tenter d'avoir un été à peu près normal. Ça vous inquiète pas, ça, cette image de la France? Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est aussi les conditions de travail, les conditions salariales de ces salariés à Roissy. Oui, mais est-ce que vous prenez en compte l'autre mais bien sûr, mais vous savez, des choses? Oui, mais on prend toujours en compte. Vous savez, la CFDT, elle n'a jamais été l'adepte des mouvements de grève la veille des congés, etc. Mais il faut entendre des deux côtés. Là, ce qui se passe parfois dans les aéroports, c'est une difficulté de recrutement, c'est des conditions de travail extrêmement dégradées,
et des salariés qui sont des salariés de la sous-traitance. Charles de Gaulle. Oui, c'est la vitrine de la France. Ça serait bien. Et vous savez, on connaît bien des endroits dans le monde où il y a des belles vitrines et derrière, il y a de la misère. Et je ne crois pas que ce soit satisfaisant quand on voyage. Et donc, je pense qu'il faut écouter les revendications de ces travailleurs qui sont ceux de la sous-traitance. Et c'est des milliers et des dizaines de milliers de travailleurs. Et évidemment, il faut éviter au maximum les perturbations. Et là-dessus, on est totalement d'accord. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a des revendications et que celles-ci, quand elles ne sont pas justes, on peut le dire, mais que celles-ci, elles sont justes. L'affrontement constant, c'est une solution? Non, mais la CFDT, elle est ni dans l'affrontement constant, ni on est ni dans l'opposition, ni dans la majorité. On est au service des travailleurs et un peu au service du pays. Je crois qu'on a une parole à porter qui est un peu plus large que la parole syndicale pour dire, attendez, est-ce qu'on arrête un peu nos conneries de se foutre sur la gueule en permanence et est-ce qu'on essaie de construire les politiques qui conviennent bien aux citoyens et aux travailleurs? Et ça se passe au niveau national et ça se passe dans les territoires. Merci. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, d'avoir été invité de Face au territoire ce matin sur TV5 Monde. On se retrouve évidemment jeudi prochain à la même heure. Les programmes continuent sur cette chaîne. Au revoir à tous.